Aujourd'hui, on plonge dans une des légendes les plus sombres, mais aussi les plus fascinantes du Québec, l'histoire de la Corriveau. C'est un récit qui mélange crime, superstition, histoire coloniale et qui a terrifié des générations entières. La question au cœur de tout ça, elle est quand même vertigineuse. Comment une personne réelle, une femme qui a vraiment existé, Marie-Joseph Corriveau, a pu se transformer en cette sorcière monstrueuse qui hante encore l'imaginaire québécois? Ça, là, c'est l'image parfaite d'un conte d'horreur qu'on se raconte au coin du feu. Une cage de fer qui prend vie, qui chasse les voyageurs égarés. C'est vraiment l'essence même de la légende, le noyau du traumatisme qui a marqué tant de gens. Dans le folklore, la Corriveau, c'est bien plus qu'une simple meurtrière. Non, non. Elle devient une créature carrément surnaturelle. On lui prête le meurtre de 7 maris. On dit qu'elle vole dans sa cage pour aller à des rituels de sorcellerie. C'est un peu notre barbe bleue à nous, le croque-mitaine par excellence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce monstre, cette sorcière, elle a réellement existé. Et la réalité, elle est pas mal plus tragique et peut-être même plus troublante que la fiction. Regardez le fossé entre le mythe et la réalité. C'est frappant. La légende parle de 7 maris assassinés. Les faits historiques? Un seul. Et les sources suggèrent qu'il était violent. La sorcière surnaturelle? Non, c'était une femme, Marie-Joseph Corriveau, qui vivait dans une petite paroisse en 1763. L'écart est immense. Bon, pour comprendre comment l'histoire a été déformée à ce point-là, il faut retourner au tout début. Le crime, bien sûr, mais surtout le contexte de son procès. Les faits sont assez bruts. Marie-Joseph a tué son deuxième mari, Louis-Étienne Dodier, en lui fracassant le crâne pendant son sommeil. Elle a ensuite essayé de faire passer ça pour un accident. Son mobile, d'après ses aveux, il la maltraitait. Mais le point crucial, vraiment, c'est le contexte. On est en 1763. Le Québec vient de passer sous régime militaire britannique. Elle n'est pas jugée par des gens de sa communauté, non, elle est jugée par un tribunal militaire anglais. Le but de ce procès, c'était aussi de passer un message clair, montrer la pointe de fer du nouveau pouvoir en place. Et là, l'histoire prend une tournure de tragédie grecque. Au début, c'est son propre père qui est accusé et condamné à mort. Pour sauver sa peau, il finit par craquer et il dénonce sa fille. C'est à ce moment-là que Marie-Joseph avoue le crime. Son père est libéré, mais le drame familial est total. Mais ce n'est ni le meurtre, ni même le procès qui ont vraiment donné naissance à la légende. C'est la punition. Une punition d'une cruauté qui a marqué l'imaginaire collectif pour toujours. Cette pratique, ça s'appelle le gibet. Après avoir été pendu, le corps de la personne était enfermé dans une cage de fer et suspendu à la vue de tous. C'était une pratique britannique pensée pour terroriser les gens. Et ce spectacle-là a été particulièrement traumatisant. Le corps de Marie-Joseph est resté exposé comme ça pendant 5 longues semaines à un carrefour où passait beaucoup de monde. Pour la population locale qui était majoritairement catholique, cette pratique était barbare et complètement étrangère. Il faut bien se mettre dans la tête des gens de l'époque. Pour les catholiques, être privé d'une sépulture en Terre sainte, ça voulait dire la damnation éternelle de l'âme. C'était pire que la mort. En plus, imaginez le bruit des chaînes qui grincent dans le vent, c'est devenu la trame sonore des pires cauchemars de la région. Ce qui est vraiment troublant, c'est que la cage n'était pas un simple cube de métal. Non, c'était une structure en forme de corps humain, un genre d'exosquelette de fer, avec des emplacements prévus pour la tête, les bras et les jambes. Et voici le détail le plus sinistre qui a été confirmé par les analyses modernes de la cage. Elle était ajustable. Les forgerons l'avaient conçue pour qu'on puisse la resserrer au fur et à mesure que le corps se décomposait pour s'assurer que les restes ne tombent pas et que l'humiliation se prolonge le plus longtemps possible. Après la punition, on pourrait croire que l'histoire est finie, mais pas du tout. L'objet lui-même, la cage, a eu une deuxième vie absolument incroyable. Le parcours de la cage est à peine croyable. D'instruments de terreur des temps en 1763, elle est enterrée, puis déterrée par hasard en 1851. Elle est ensuite vendue et finit comme attraction de cirque chez le fameux P.T. Barnum. Ce n'est qu'en 2011 qu'elle a été authentifiée et rapatriée au Québec. Elle est passée de monstre de foire à artefact de musée. Aux États-Unis, on ne s'embarrassait pas de la vérité historique, là. On la présentait simplement comme la cage de la sorcière canadienne. La tragédie humaine était devenue une simple curiosité macabre à vendre. Mais plus récemment, le regard qu'on porte sur Marie-Joseph a encore évolué. On a commencé à regarder plus loin que la meurtrière et la sorcière. Aujourd'hui, son histoire est vue sous plein d'angles différents. Pour certains, elle reste avant tout une meurtrière. Pour d'autres, c'est une victime de la justice expéditive des conquérants britanniques ou une femme battue qui a été poussée à bout. Elle est même devenue une sorte d'icône féministe pour certains, un symbole de révolte. Un dernier détail qui montre bien comment sa légende s'est forgée.
Lors de sa pendaison, les témoins de l'époque rapportent qu'elle n'a montré aucune émotion. Ce calme, au lieu d'être vu comme de la dignité, a été interprété par la foule comme la preuve ultime qu'elle était possédée par le diable. C'est vraiment ça le cœur de l'histoire. Le traumatisme de la punition et le besoin d'expliquer ce qui semblait inexplicable ont lentement effacé la vraie femme, avec ses souffrances, ses raisons, pour ne laisser que le monstre du folklore. La question reste entière. Est-ce qu'on doit se souvenir d'elle comme une criminelle sans pitié, comme une victime tragique d'un système brutal, ou comme une femme qui s'est révoltée? La réponse, c'est peut-être qu'elle était un peu de tout ça en même temps. L'histoire de la Caribou nous montre à quel point les faits peuvent être tordus par la peur, par la politique, par le temps qui passe, jusqu'à ce que la frontière entre la réalité et la légende devienne complètement floue. Et c'est précisément là que l'histoire bascule dans l'horreur.